Donc, je crois pour cette première fois, après les 2 années où nous avons été obligés de nous rencontrer qu'à distance. Je voudrais également saisir l'occasion pour souhaiter la bienvenue à nos amis de HEC, à cette délégation donc venue de Paris, dans le cadre de ces dialogues stratégiques. Je suis heureux aussi de parler avant mon ami Pascal, parce que toutes ces années, ces 5 années, j'ai toujours intervenu après lui, et je ne trouvais plus rien à dire. Alors, dialogue stratégique, c'est un partenariat entre le Centre de géopolitique de HEC et le Policy Center for the New South. Nous sommes cette année à la 13e rencontre. Pour vous rappeler, ça se déroule 2 fois par an, une fois à Paris et une fois à Rabat. Dialogue est ici au majuscule et au pluriel. Je dirais que c'est un seul dialogue en majuscule qui se décline en plusieurs dialogues en D minuscules. Ce dont je peux vous assurer également, c'est que ce n'est pas un dialogue de sourds. Nous nous entendons, chacun écoute l'autre. Et puis pour ce que c'est, nous nous alimentons d'un esprit d'échange de vision, d'opinion, d'échange de connaissances aussi. Un échange entre le Nord et le Sud sans vraiment s'appuyer sur cette frontière Nord-Sud, mais rien qu'en le voyant géographiquement, un dialogue entre la rive nord de la Méditerranée et la rive sud. Également un échange dans l'amitié. Un échange dans l'amitié qui ne veut pas dire que nous convergeons toujours ou que nous divergeons toujours. Nous convergeons, c'est-à-dire nous nous rencontrons sans nous heurter, parce que généralement les rencontres, ça cause certains heurts, et nous divergeons sans pourtant nous séparer. Nous ne nous éloignons pas les uns des autres. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, l'esprit de ce dialogue stratégique. Aujourd'hui, nous présentons si vous voulez, le volume issu de la 12e réunion que je laisserai mon ami Pascal présenter. Et demain, nous serons à la 13e rencontre, celle de Rabat, qui se déroulera à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Donc, encore une fois, bienvenue à tout le monde et nous sommes contents de vous recevoir. Madame et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les officiers généraux, amiral, Mesdames, Messieurs, chers amis et chers masteriens, puisque dans le partenariat entre l'école HEC et l'Université Mohamed VI Polytechnique / le Policy Center for the New South, nous nous honorons d'avoir 2 activités convergentes qui sont d'une part ce que Si Abdelhak, le professeur Bassou, vient d'exposer, un partenariat qui dure depuis maintenant une demi-douzaine d'années, avec 2 réunions par an et une problématique. La problématique telle qu'elle a été définie puis mise en œuvre suite à la vision du président Karim El Enaoui, doyen de la Public Policy School de l'Université Mohamed VI Polytechnique, est une problématique transversale, une problématique africaine. Et, suivant cette logique, nous avons couvert de la démondialisation problématique transversale jusqu'à la fragmentation du monde qui sera traitée demain et de l'Afrique du Sahel en problématique africaine jusqu'à cette question sur le profil stratégique de la mer Rouge. Demain, nous traiterons l'Afrique des Grands Lacs dans une conjoncture où l'actualité ne cesse de s'accélérer. Voilà la cohérence qui a prévalu pour l'organisation de nos Strategic Dialogues. Version papier, vous en aurez à la sortie, version numérique. Et l'occasion m'est propice à remercier, fut-elle d'une grande discrétion, Madame Iman Larige pour avoir été la cheville ouvrière organisationnelle de cette édition. Quant à votre serviteur, travailler aux côtés de Si Abdelhak Bassou est juste un privilège. Je voudrais, pour que vous compreniez l'esprit de cette journée, avant notre cocktail dînatoire,
vous dire que la logique qui nous a guidés est que vous puissiez avoir, à l'occasion de cette réunion, une synthèse, une sorte de condensé de ce que nous avons traité pendant cette journée qui nous avait réunis sur le campus d'HEC. C'est dans cet esprit que nous allons avoir à cette tribune tout à l'heure ceux qui intervenaient à cette occasion et qui vous donneront une synthèse de ce que l'ouvrage, que vous pourrez lire par la suite si vous nous en faites l'honneur, développera. Introductivement, je vais vous démontrer que fût-ce en géopolitique, on peut quelquefois ne pas se tromper. Prenons la problématique de l'émergence de nouvelles alliances. En lisant cet ouvrage, vous verrez que nous développons la dynamique qui porte l'OTAN. Depuis, il n'a échappé à personne que nous avons, à travers la Suède et la Finlande, deux États qui ont permis à la Turquie d'être dans un arbitrage avec les États-Unis. Et nous voyons très bien quelle est la nouvelle posture états-unienne vis-à-vis d'une OTAN renforcée. Nous avons évoqué que le Quad était une alliance qui allait être stimulée par la stratégie américaine. Depuis, Mme Kamala Harris, 49e vice-présidente des États-Unis, a fait le déplacement sur zone et a essayé de découpler, car telle est la stratégie des États-Unis d'Amérique, découpler un État non aligné, en réalité très proche de la Russie, pour en faire, à l'intérieur d'une organisation informelle, États-Unis, Australie, Japon, Inde, une organisation formelle. Et par l'affaiblissement de la Russie, gérer de façon stratégique concomitante un rapprochement avec l'Inde. Nous avions évoqué que, face à des nationalismes agressifs, le Japon était dans une recherche de complémentarité d'alliance. Regardez ce qu'il en a été versus le Taïwan Act, puisque le Japon est de plus en plus associé à la sécurité taïwanaise, et regardez ce qui s'est passé il y a 48 heures dans le traité de sécurité et de coopération militaire entre l'Australie et le Japon, et parce qu'il se serait insulté votre intelligence que de ne pas rappeler que c'est souvent ce qui n'est pas dit qui est le plus important, en réalité, sous ton contrôle, si Abdelhak, je dirais que Five Eyes are becoming to be six, parce que le jour où il y a un traité de coopération militaire entre l'Australie et le Japon, c'est-à-dire qui rentre dans le système Five Eyes, qui réunit Australie, États-Unis, bref, et le Japon va être le 6e. Et ça n'est pas rien quand on est en mutualisation de renseignements. Donc, en nous lisant, coup de chance, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Je parle devant un ancien chef d'état-major de la marine, et donc dire devant un 5 fois étoilé, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance, c'est utiliser une formule de marine. Et relativement au profil stratégique de la mer Rouge, l'axe que nous avons développé, l'axe central que nous avons développé, est que, du fait même de cette conflictualité voulue mais non réglée par l'Arabie saoudite au Yémen, nous avons un reprofilage stratégique de cet ensemble qui fait que des organisations internationales oubliées du type Conseil de la mer Rouge sont reprofilées à l'occasion d'une conflictualité. Il n'y a pas que en Europe et en Ukraine que des situations de conflit génèrent ex abrupto des reprofilages d'organisations internationales ou régionales. Voilà quelques éléments, et de façon à ne pas abuser excessivement de mon temps de parole qui est de toute façon déjà dépassé, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre présence. Vous nous honorez par cette présence, et je vais maintenant repasser la main aux organisateurs pour qu'ils veuillent bien convier les intervenants pour la phase qui arrive. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer la présentation de la 12e édition des dialogues stratégiques. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Madame Nusha Chokrouni, Senior Fellow au Policy Center for the New South, la modératrice de ce panel. Les intervenants: Monsieur l'amiral Alain Oudot de Dainville, ancien chef d'état-major de la marine et chercheur associé au Centre HEC de géopolitique. Madame Nihal Mqirmi, spécialiste en relations internationales au Policy Center for the New South. Et Monsieur Thierry Garcin, chercheur associé au Centre HEC de géopolitique.
Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, mes chers amis. Donc, j'ai vraiment le plaisir de modérer ce panel avec d'éminents intervenants qui nous viennent de HEC, à qui je renouvelle la chaleureuse bienvenue. À Nihal, je souhaite un prompt rétablissement après sa chute. Donc, ce panel, comme a déjà été signalé par aussi bien mon collègue et ami Sibasso et notre ami M. Chagnon, il va retracer les thèmes qui ont déjà été abordés lors de la 12e session qui a été tenue à Paris. Et ce panel, il va porter essentiellement sur la mer Rouge et donc les défis notamment sécuritaires que pose cette région. Alors, je pense que je vais commencer par l'amiral Alain Oudot de Dainville, qui est un ancien chef d'état-major de la marine, chercheur associé au centre HEC de géopolitique, et qui va certainement nous parler de l'intérêt justement qu'il porte à la mer Rouge pour la région. Donc je pense, amiral, que ce que vous aimeriez évoquer, et ma question, elle va dans le sens de l'importance de cette région pour vous, vient-elle de la multiplicité des acteurs qui interviennent dans cette zone, ou des intérêts plutôt divergents ou convergents, dépendamment donc de la situation? Je suppose que aussi cette voie maritime est très importante. Elle a un intérêt géopolitique, pas seulement pour la région immédiate, mais elle intervient aussi dans un rapport avec l'Europe, et ça aussi, ça porte un intérêt pour vous, notamment l'Europe dans sa relation avec l'Asie, bien sûr notamment la Chine. Je fais ici référence à la Belt and the Road Initiative. Alors donc je rappelle que la mer Rouge elle est verrouillée par deux portes stratégiques et en même temps deux pays qui sont Israël et la Jordanie. Je suppose aussi, et je pense que vous allez aborder cette question, le niveau de sel dans la mer Rouge rend encore plus compliqué les questions sécuritaires, avec presque la difficulté et même l'impossibilité de détecter les sous-marins. Donc c'est ce double défi à la fois qui est à la fois au niveau sécuritaire, à la fois régional et international. C'est une question sur laquelle vous êtes penché. Donc je vous donne la parole en vous demandant de mieux élaborer. Pardon. Oui, donc la mer Rouge, effectivement, vous avez bien situé les problématiques de cette mer qui est une langue d'eau, mais qui relie deux espaces qui sont fondamentaux. L'océan Indien, qui a toujours été le centre du commerce depuis toujours, et de l'autre côté, la Méditerranée qu'on ne présente pas. Et donc, cette bande de 1900 km qui est plutôt étroite, mais qui aussi, dans laquelle il y a 500 îles à peu près, qui permettent de se cacher, de pouvoir intervenir de manière furtive et extrêmement dangereuse. Donc, et c'est comme vous le disiez, effectivement, la mer Rouge a aussi une caractéristique physique, c'est d'être une mer très chaude et une mer très salée. Ce qui fait que, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, la détection des sous-marins y est très difficile parce qu'ils butent sur des propriétés physiques qui viennent de ces deux caractéristiques. Et donc, cette mer Rouge est effectivement fondamentale, mais c'est une mer qui, on pense bien sûr au centre de plongée sous-marine à Sharm el-Sheikh ou ailleurs, mais c'est une mer qui est très menacée. Elle est menacée parce que effectivement, c'est un couloir stratégique pour le commerce mondial, enfin pour la branche occidentale de la Belt and Road Initiative, que certains appellent improprement route de la soie, et c'est un endroit, un espace où l'on peut
couper cette branche, et c'est pour ça qu'elle est l'objet de beaucoup d'attention. Alors elle est l'objet, bien sûr, d'abord du fait de ces menaces qui viennent des trafics, qui viennent des conflits du voisinage. Alors cette année, il y a eu une trêve dans la guerre au Yémen, mais est-ce qu'elle va être reconduite en novembre? Ça, personne ne le sait. Et il y a aussi eu une certaine accalmie sur le front de la guerre entre l'Iran et Israël, liée à ce qui se passe en Syrie. En 2021, 12 pétroliers iraniens ont été attaqués par la marine israélienne. Et donc, c'est une mer qui est menacée, mais aussi, d'ailleurs, pas uniquement par des menaces militaires, mais pas aussi par des menaces environnementales. Il y a toujours, au large du Yémen, un pétrolier qui s'appelle le Safer et qui peut créer une énorme catastrophe écologique. Donc, cette mer doit être l'objet de l'attention, bien évidemment, d'abord des pays riverains. Et quand on pense aux pays riverains, on pense tout de suite à l'Arabie Saoudite, qui a des intérêts énormes très importants dans cette région. Avec d'abord dans le nord, le rêve du prince héritier Premier ministre, c'est de faire cette ville de Neom. Mais pour faire Neom, il faut sécuriser le détroit de Tiran. Donc c'est pour ça qu'il a récupéré les îles de Tiran et de Sanafir. C'est dans le détroit vers le golfe d'Aqaba, et je pars du nord vers le sud. C'est d'abord cet intérêt de pouvoir développer ce phare que veut faire le prince héritier. Mais ensuite, vous avez toutes les installations économiques, les exportations de pétrole par Yanbu, le port, le poumon de l'Arabie Saoudite, Jeddah, et enfin et surtout les villes saintes qui sont à portée de missiles venus de la mer. Donc tout ça nécessite d'être sécurisé. Mais malheureusement, la marine saoudienne, pour le moment, n'est pas encore en mesure de le faire. Donc pour ça, le prince héritier a tenté deux coalitions, une en 2018 qui n'a pas très bien marché, et une autre, je crois que c'est le Conseil des États de la mer Rouge, quelque chose comme ça, en 2020, dans laquelle il a rajouté l'Érythrée qu'il avait oublié au début et qui permet de donner un peu plus de stabilité et de cohésion, de force dans cette coalition. Mais l'Arabie Saoudite, pour le moment, n'a pas les moyens de ses ambitions pour sécuriser. Alors les grandes puissances ne peuvent pas laisser, enfin les puissances, parce que ne peuvent pas laisser ce trait d'union entre les deux mers, entre l'océan Indien et la Méditerranée, ne peut pas le laisser sans surveillance. Et donc il y a une implication importante des Américains au travers d'abord de la 5e flotte, qui est la flotte de la région, mais aussi d'une force qui a été créée en avril de cette année, une force spécialement dédiée pour ça, qui s'appelle la CTF, Combined Task Force 153, mais qui, pour le moment, n'a pas été très active. Il faut dire que les forces américaines ont d'autres soucis à se faire en ce moment. Mais la force existe, et quand il le faudra, elle montera en puissance. Et donc, les Américains présents, les Chinois, bien évidemment, puisque leur stabilité dépend de leur commerce, de leur taux de croissance. Et donc, pour ça, ils ont besoin de sécuriser. C'est la raison pour laquelle ils ont énormément investi dans la Corne de l'Afrique, en particulier à Djibouti, avec, bien sûr, la base logistique, et je mets des guillemets à logistique parce il serait préférable de lire militaire, la base militaire de Djibouti, capable d'accueillir 14 000 personnes. Et donc, il y a un véritable point d'appui. Je note d'ailleurs qu'ils sont en train de faire la même chose dans le Pacifique, mais on en parlera demain. Et donc, les Chinois, les Chinois sont très présents dans cette région parce que sécuriser le commerce dans cette zone est fondamental pour eux. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres puissances. Alors, l'Inde n'est pas très présente, mais la Russie veut être présente en particulier au Soudan. Elle l'a rappelé dans un document qui est sorti le 31 juillet de cette année, que peu de gens ont soulevé, en tout cas personne en France, ou presque, qui montre l'ambition qui marche sur les
les pas de Pierre le Grand, de l'empereur Pierre le Grand, l'ambition du président de la Russie pour faire de son pays une puissance navale qui pénètre en Afrique. Et ça doit se faire au travers de Port-Soudan. Alors rien n'est réglé, parce qu'au Soudan c'est compliqué après le coup d'État mais, de l'année dernière, mais c'est sur la route. La marine russe veut être présente en mer Rouge. Et j'ai parlé un peu tout à l'heure de la présence de la marine israélienne et de la marine iranienne qui exportent un peu qui ont exporté un peu moins cette année, encore qu'il y a eu quelques opérations, mais plus l'an dernier, qui ont exporté leurs différends en mer Rouge. Et les Israéliens ont fait venir un sous-marin qui opère avec les Américains à Eilat, dans le golfe, au fond du golfe d'Aqaba, pour pouvoir créer une menace sur les bâtiments de la marine iranienne. Et enfin, dernier pays qui est dans la zone, c'est les Émirats arabes unis, qui sont très présents dans le sud. Parce que, comme vous le disiez, la mer Rouge est verrouillée par deux passages resserrés. Au nord, le canal de Suez qui inquiète les Chinois au point qu'ils veulent le doubler par une voie ferrée traversant Israël. Et au sud, le Bab el-Mandeb. Et qui est en train de prendre le contrôle d'assurer la sécurité du Bab el-Mandeb? Ce sont les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis qui développent une base dans l'île de Périm, qui est la gardienne du détroit du Bab el-Mandeb, et qui ont installé des bases dans le nord du Soudan, à l'île de Socotra, et en Érythrée aussi. Et par ailleurs, les Émirats arabes unis dominent au Yémen le Conseil de transition du Sud, et donc avec ça, ils ont accès à la majorité des ports du Yémen aujourd'hui. Ils les contrôlent, et donc ils peuvent s'assurer que des bâtiments, des embarcations suicides ne partiront pas de là. Donc vous voyez que dans cette mer Rouge, qui est une mer fondamentale pour l'équilibre du monde, pour la stabilité plus que l'équilibre, et aujourd'hui une stabilité qui est un peu remise en cause, on en parlera demain, c'est plutôt le sujet de demain, mais dans cette mer Rouge, vous avez un croisement d'intérêts et d'alliances entre les grandes puissances et des puissances plus régionales qui veulent exister, même si elles ne sont pas riveraines de la mer Rouge. Merci, Amiral. Donc, je rappelle que l'amiral Alain Oudot de Dainville a effectué une longue carrière dans la Marine nationale, débuté dans l'aéronaval comme pilote de porte-avions, poursuivi comme commandant de bâtiment lors des opérations en océan Indien et en mer Adriatique, et terminé à la tête de la Marine. Il est ensuite nommé pendant 7 ans à la présidence d'une société qui commerce avec l'Arabie saoudite et les pays du Moyen-Orient. Il est aujourd'hui chercheur associé à HEC et visiting professor à la Sorbonne d'Abu Dhabi. Merci, Amiral, donc, pour ces éclairages, justement. Et vous me donnez donc la possibilité, l'occasion de faire la transition. Vous avez parlé de ces entrechevêchements entre intérêts régionaux, puissances internationales, et les défis, encore une fois, sécuritaires, avec justement le défi de la militarisation de la mer Rouge. Donc, Nihal, vous allez nous entretenir de cette question. Donc, je voudrais juste rappeler que de par le passé, l'enjeu était principalement la lutte contre le terrorisme et la piraterie. Actuellement, c'est beaucoup plus complexe parce que justement cette présence de puissances internationales étrangères que vous avez évoquée, Amiral, et c'est une présence qui est de plus en plus croissante, et cette présence justement a accru le besoin de militarisation donc de cette mer Rouge. Alors, dans ce sillage, la divergence, qui va encore compliquer les choses davantage, c'est la divergence des intérêts
et son impact sur la stabilité de cette zone et sur les politiques intérieures aussi des pays de la région. Donc Nihal, sans trop tarder, je te cède la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui... Peut-être, excuse-moi, avant je voudrais juste quand même te présenter. Nihal Kermi est spécialiste en relations internationales au Policy Center for the New South. Il est au sein de l'unité de veille et d'analyse stratégique. Ses recherches portent sur l'Afrique du Nord, le lien entre le genre et la sécurité et le recours aux sociétés militaires et de sécurité privée. Nihal a rejoint le Policy Center for the New South en mars 2019, après avoir obtenu son master en sécurité internationale à l'université de Warwick et sa licence avec mention en relations internationales à l'université Complutense de Madrid. Et donc, avant de rejoindre le Policy, Nihal a effectué un stage au Consulat général du Maroc à Bruxelles et à la mission du Maroc auprès de l'Union européenne. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi un honneur d'être aujourd'hui dans ce panel aux côtés de grands chercheurs et aussi face à une audience aussi distinguée. Donc, ma présentation aujourd'hui traitera de la militarisation de la mer Rouge et par extension de la Corne de l'Afrique. Et pour ce faire, je commencerai d'abord par brièvement expliquer, même si l'amiral l'a très bien fait, pourquoi cette partie du monde est considérée comme stratégique. Ensuite, je parlerai en deuxième lieu des différentes dynamiques locales entre les pays qui forment la Corne de l'Afrique et qui, en plus, ont accès à la mer Rouge, et comment la présence de ces puissances internationales ont impulsé un certain pragmatisme dans la formation d'alliances, mais qui ont aussi converti cette région en un théâtre d'affrontement indirect. Et finalement, je parlerai de l'importance de la coopération transfrontalière qui, bien qu'elle est existante, reste relativement impuissante et inefficace. Avant de commencer ma présentation, je tiens aussi à souligner que l'idée n'est pas de présenter les pays de la Corne de l'Afrique et ceux qui bordent la mer Rouge comme des victimes de cette militarisation, mais plutôt d'analyser comment ces pays ont tiré parti de cette implication de puissance internationale afin de faire avancer d'abord et en premier lieu leurs propres intérêts nationaux. Donc, pour commencer, pourquoi cette région est considérée comme stratégique? Quand le canal de Suez a été inauguré en 1869, la mer Rouge, le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb sont devenus les principales voies maritimes reliant le continent européen, l'Afrique de l'Est et l'Asie. Ces passages sont donc devenus stratégiques pour le commerce, étant donné qu'ils relient ces trois continents. Environ 80% de l'ensemble du commerce mondial est transporté par voie maritime et plus de 12% du fret maritime mondial et 40% du commerce entre l'Asie et l'Europe transitent par la mer Rouge. Donc cette route est importante pour le commerce international et elle continue à faire face à diverses menaces comme, vous l'avez si bien dit au début, le terrorisme entre les années 1990 et le début des années 2000, la piraterie à partir du milieu de la décennie 2000 et aujourd'hui par une course effrénée de la part de puissances étrangères qui veulent implanter et qui ont réussi à implanter des bases logistiques ou militaires et où ces puissances tentent aussi de poursuivre leurs propres intérêts tout en fragilisant des équilibres régionaux. Donc parmi ces puissances étrangères, on retrouve notamment l'ancienne puissance coloniale, la France, deux principales puissances mondiales, les États-Unis et la Chine, de nouvelles puissances régionales qui cherchent à s'y établir dans le cadre de leurs intérêts géopolitiques, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, on a aussi la Turquie, l'Iran, Israël, et une puissance extra-régionale qui tente aussi de faire avancer ses intérêts, mais qui ne réussit pas totalement à le faire, qui est la Russie. Mais on a aussi la présence de l'Inde et le Japon, qui sont réellement préoccupés par un effet de spillover sur l'océan Indien et par l'avancée dans la région de la Chine. Du fait que cette région soit stratégiquement importante, encore une fois, les puissances internationales sont entrées dans des rivalités de pouvoir quasi périodiques tout en cherchant à influencer le développement politique, économique et social des États dans lesquels ils se sont implantés et dans les sociétés locales.
Cependant, bien que cette implication au cours de ces dernières années ait encouragé, il faut le dire, le développement économique de certains de ces pays, la concurrence entre elles pour l'influence d'un côté et l'exploitation de ces rivalités par les pays de la région ont favorisé la persistance d'une certaine instabilité politique que je qualifierais même de quasi endémique dans la corne de l'Afrique. Pour expliquer comment certains pays de la région ont exploité ces rivalités de puissance dans leur région à leur avantage, permettez-moi de le faire déjà par manque de temps à travers un exemple qui est celui du conflit autour du barrage de la Renaissance éthiopien et aussi à travers certains événements bien précis. Donc quand on prend l'exemple du barrage de la Renaissance, cette militarisation de la Corne de l'Afrique et par extension aussi de la mer Rouge peut être comprise à deux niveaux qui sont directement liés et impactés de la même façon. Le premier étant que les pays concernés, donc l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, ont tenté de faire avancer leurs intérêts à travers les alliances qu'ils avaient formées avec certains pays, comme par exemple avec les États-Unis ou les Émirats arabes unis, mais aussi avec certains pays frontaliers, en les utilisant comme de potentiels leviers pour résoudre le différend. Et le deuxième niveau, il fait référence à l'instrumentalisation de leur côté de ce différend autour du barrage par les acteurs extra-régionaux qui ont à leur tour aussi utilisé leur soutien comme un levier afin de recevoir plus de concessions de la part de ces trois pays, donc l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Par manque de temps, je ne pourrais pas rentrer dans les détails du contexte du conflit, mais depuis sa construction en 2011, de nombreuses discussions entre les dirigeants des trois pays sous l'égide de l'Union africaine ont été menées, mais aucune solution n'a encore été trouvée, même si en 2015, les trois pays ont signé une déclaration de principe en vertu de laquelle le Soudan et l'Égypte s'engagent envers le droit au développement de l'Éthiopie et ont convenu de finaliser un accord avant le premier remplissage du barrage en 2020. L'été 2022 a marqué le troisième remplissage du barrage, donc autant vous dire qu'il n'y a pas eu encore d'accord entre les trois pays. Donc, malgré les nombreuses demandes égyptiennes et soudanaises, l'Éthiopie maintient sa position de ne pas signer un accord légalement contraignant avec ses deux voisins. L'Égypte a tenté d'impliquer les États-Unis, qui a une bonne relation avec l'Égypte et avec l'Éthiopie. Et bien que l'Éthiopie, au début, avait accepté de faire partie de ces négociations, a décidé finalement de ne pas assister à la dernière réunion en prétendant que les États-Unis n'étaient pas un médiateur assez neutre. Et c'est vrai que les États-Unis tentent de médier dans ce conflit, non seulement pour maintenir la stabilité de la région, mais aussi pour freiner en partie l'expansion chinoise dans le continent et plus spécifiquement dans cette région. Mais sous l'administration Trump, il y a eu un certain désengagement de Washington, en laissant place à d'autres acteurs. La Chine, par exemple, qui est un des acteurs très importants dans la Corne de l'Afrique, a tenté de ne pas trop s'immiscer dans le conflit et de rester fidèle à son leitmotiv de non-ingérence, tout en restant alerte aux évolutions de la région. Les intérêts de la Chine dans la Corne de l'Afrique comprennent, comme l'a bien dit l'amiral, la première base à l'étranger qui est à Djibouti, des investissements pétroliers au Soudan et au Sud-Soudan, des intérêts également en Éthiopie et une série de projets d'infrastructures d'envergure dans toute la région. La Chine s'est associée à la plupart des gouvernements de la Corne, avec l'exception du Somaliland, qui, pour sa part, a cherché à s'aligner plutôt avec les États-Unis afin d'obtenir la reconnaissance internationale de son indépendance.
Mais stratégiquement situé, le Somaliland a noué des liens très étroits avec les Émirats arabes unis, ce qui a créé aussi des frictions entre les Émirats et la Somalie, et continue d'entretenir des relations étroites avec l'Éthiopie. L'Éthiopie est très intéressée par le Somaliland parce que le corridor de Berbera qui relie Addis Abeba au golfe d'Aden, étant désormais opérationnel, offre une voie alternative d'import-export pour l'Éthiopie, même si pour l'instant Djibouti devrait rester un centre logistique et militaire stratégique beaucoup plus important. Mais l'intérêt des États-Unis pour le Somaliland, dans le contexte de la concurrence régionale entre les États-Unis et la Chine, pourrait ouvrir de nouvelles voies de réalignement et de coopération régionale. Autre acteur majeur, les Émirats arabes unis, qui bénéficient eux aussi d'une très bonne relation avec l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, et qui restent très soucieux de la stabilité et la sécurité de la mer Rouge, et qui se sont retrouvés dans une position un peu difficile en tentant d'équilibrer les relations avec les trois pays. Bien que l'Égypte soit un allié majeur des Émirats et de l'Arabie saoudite, ces deux pays ont également des intérêts très importants, notamment au Soudan et en Éthiopie, dans des investissements agricoles. Bien qu'avec le Soudan, la relation n'a pas toujours été très fluide sous la présidence d'Al-Bachir. C'est vrai que sous Al-Bachir aussi, la Turquie, autre acteur, et le Soudan entretenaient un partenariat stratégique basé sur une idéologie commune et favorisé par des liens économiques et politiques très importants. L'intérêt turc pour le Soudan n'est pas uniquement lié à la position géographique de ce pays et à son accès à la mer Rouge, mais également dû à son appartenance à plusieurs organisations régionales comme l'Union africaine, l'IGAD, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, à travers lesquelles la Turquie tente d'étendre son influence à travers le continent. On a aussi la Russie qui, elle aussi, avait tissé des liens très étroits avec le Soudan et avec qui ils avaient signé de nombreux accords militaires et qui avait même discuté de l'établissement d'une base militaire à Port-Soudan. Mais entre-temps, le régime d'Al-Bachir a été éjecté du pouvoir, un conseil de transition avait été mis en place et en avril 2021, ce conseil de transition avait suspendu cet accord avec la Russie compte tenu des discussions que le pays était en train d'avoir avec les États-Unis afin de pouvoir enfin ressortir de décennies sombres où le pays ne faisait absolument pas partie de la scène internationale. Mais après le deuxième coup d'État au Soudan, l'année dernière, en octobre 2021, on voit que, encore une fois, le Soudan se retrouve complètement isolé et se retourne vers la Russie en disant que l'établissement d'une base russe au Soudan serait une possibilité tant que celle-ci ne menace pas la sécurité nationale du pays. Mais ce qui menacerait réellement, la vraie menace reste plutôt l'implantation d'une base russe qui perturberait de manière régionale. Et finalement, l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed avait été soutenu par les Émirats et par l'Arabie saoudite, mais qui aujourd'hui fait face à une crise politique et sécuritaire majeure suite au conflit au Tigré. Abu Dhabi avait apporté son soutien à l'Éthiopie au début du conflit, et cela faisait partie de sa stratégie de construire un système politique et sécuritaire avec des pays alliés tout au long de la mer Rouge et de la Corne de l'Afrique, suite à une certaine avancée des Houthis autour de Bab el-Mandeb. Il y a certains rapports qui, eux aussi, parlent que les Émirats auraient apporté leur soutien à l'Éthiopie à travers leur base militaire d'Assab en Érythrée, compte tenu, encore une fois, des bonnes relations entre les trois pays. Donc, bien que les Émirats soutiennent encore une fois l'Éthiopie, l'Éthiopie, elle, de son côté, accuse l'Égypte de soutenir l'insurrection tigréenne, ce qui démontre encore une fois la fluidité des alliances et la difficulté qui va en découler pour trouver un accord sur le barrage. Je pense que
Il manque de temps. Donc, pour conclure, la multitude de ces acteurs présents, de leurs intérêts, de leur rivalité et de la volatilité géopolitique de manière générale, a élevé le risque d'un approfondissement des conflits locaux et transfrontaliers, compte tenu de la faible coopération régionale, comme c'est déjà le cas entre le Soudan et l'Éthiopie autour d'Al-Fashaga, pour ne citer qu'un seul exemple. Si l'Afrique est le continent qui compte le plus d'organisations continentales, régionales, sous-régionales et commerciales, c'est paradoxalement aussi celui où les processus d'intégration et de régionalisation sont les moins développés. Dans le cas des conflits en mer Rouge, le Conseil de la mer Rouge avait été lancé en janvier 2020 en incluant l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, l'Érythrée, le Yémen, le Soudan, Djibouti et la Somalie, et qui avait été accueilli de différentes manières. D'une part, il y avait ceux qui l'ont vu comme un cadre important pour assurer la stabilité régionale, et d'autre part, ceux qui l'avaient perçu comme une possible instrumentalisation de l'Arabie Saoudite pour contrer ses rivaux régionaux. Mais toutefois, ce Conseil ne peut absolument rien faire tant que l'Éthiopie ne fait pas partie de cette structure. Pourquoi l'Éthiopie avait été exclue complètement sous pression égyptienne, mais cela limite considérablement les options du Conseil pour atténuer le différend sur le barrage, bien que l'Arabie Saoudite ait déclaré devoir convoquer un sommet pour relancer les négociations. Donc, si le Conseil n'est pas inclusif, elle n'inclut pas les principaux acteurs de la mer Rouge, dont l'Éthiopie, même si elle n'a pas sa façade maritime, et ceux qui contribuent à sa militarisation, parce que cette exclusion affecte la politique intérieure des pays riverains. Et la stabilité ne peut être achevée seulement si toutes les parties prennent part à sa construction. L'IGAD aussi avait affirmé dans sa stratégie régionale de 2020 qu'elle s'engageait à renforcer la coopération entre les États membres sur les questions relatives à la mer Rouge et a tenu 4 rounds de négociations, mais son rôle est resté complètement limité et fragilisé par les crises entre ses propres pays membres. Enfin, l'Union africaine, qui avait prévu déjà en 2020 une première réunion au niveau ministériel du Conseil de paix et de sécurité sur la région de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge, mais cette réunion avait finalement été reportée sans plus d'explications. Pourtant, cette réunion devrait définir les priorités et les intérêts de l'Afrique dans la région de la mer Rouge et du golfe d'Aden et tracer la voie à suivre pour son engagement. Une relance des réunions est donc essentielle, étant donné que l'Union africaine reste quand même la seule organisation qui peut rassembler tous les gouvernements des pays de la Corne de l'Afrique et ceux qui bordent la mer Rouge, étant donné que c'est la seule qui a, on va dire, la légitimité pour mobiliser tous les gouvernements de la région et qui pourrait apporter une solution proprement africaine aux problèmes de l'Afrique. Et je m'arrête là parce que je sais que j'ai débordé sur le temps. Donc, merci d'avoir complété cette image donc de cette région, la mer Rouge, une mer qui est marquée par des défis sécuritaires, mais aussi par le jeu des puissances, des divergences, des intérêts à la fois régionaux et extra-régionaux. Alors, dans ce paysage, il y a un nouvel élément qui a un nouveau poids géostratégique. Il s'agit du canal de Suez. Le canal de Suez est tributaire aujourd'hui de la mer Rouge, mais surtout avec l'impact de l'instabilité de cette mer Rouge sur ce canal, d'une part, mais aussi tributaire du golfe d'Aden, donc avec aussi ses défis, notamment le détroit de Bab el-Mandeb, les pirateries, plus les guerres du Yémen. Donc en gros, c'est un espace névralgique qui subit les dynamiques de grandes artères marquées par des crises économiques, donc en rappelant les sanctions en Iran, la Chine, aussi la Russie, que Nihal vient aussi d'évoquer, sans oublier la pandémie et l'impact qu'elle a eu sur donc la région, mais aussi leur impact sur la perturbation des chaînes d'approvisionnement pour l'Europe, notamment la guerre d'Ukraine qui vient ajouter donc à ce paysage beaucoup plus d'incertitudes. Donc ce sont là autant de facteurs de déstabilisation de la région. Et j'ai ici le plaisir donc de donner la parole à un spécialiste
de la question de la mer Rouge. Et donc, Monsieur Thierry Garcin, qui est chercheur associé au Centre HEC de géopolitique. Il est politologue, chercheur associé à l'Université de Paris, école doctorale, professeur invité à la Sorbonne d'Abu Dhabi. Thierry Garcin privilégie l'approche géopolitique des relations internationales avec un intérêt particulier pour l'arme nucléaire, les conflits armés et la notion de puissance. Monsieur Garcin est docteur en sciences politiques. Il a notamment enseigné à Paris 1, Paris 3 et à Liège, maître de conférence à HEC. Il vient de publier la seconde édition de Géopolitique de l'Afrique Economica. Il est responsable de l'émission quotidienne de Radio France. Ceux qui ne la connaissent pas vraiment, je vous invite à l'écouter. Vous allez apprendre énormément de choses. C'est une source intarissable. Et les enjeux internationaux durant 33 ans. Parmi ces publications, la fragmentation du monde, la puissance dans les relations internationales, Paris Economica 2018, géopolitique de l'Arctique, Paris deuxième édition et Economica 2021. Donc, Monsieur Garcin, sans trop tarder, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très honoré et très heureux d'être avec vous tous, et notamment pour les échanges qui suivront cet après-midi, ce soir. Pour le canal de Suez, quelques remarques d'abord chiffrées avec évidemment des proportions très arrondies. C'est un point vital du commerce international. On sait que 2 hommes sur 3 vivent à moins de 80 km des côtes dans le monde. Bien sûr, on sait que environ 75% en valeur des marchandises sont transportées par la mer, 80-85% des marchandises en volume sont transportées par la mer. Le canal, ce sont des chiffres de 2019, puisque 2020, il y a eu l'effet évidemment économique du Covid, et 2021, une reprise très inégale d'une région à l'autre, là encore une fois dans le monde. Autre chiffre important, en gros le canal de Suez, c'est 10%, dit-on, du trafic mondial. Pour donner une comparaison, Malacca, c'est 30%, et Panama, qui est un canal compliqué et à écluse, qui vient d'être doublé, c'est environ 5%. Donc on voit qu'à l'importance du canal de Suez, l'amiral Udo de Naville a parfaitement dit que c'était une voie interocéanique. Le canal unit 2 mers semi-fermées, on va dire, la Méditerranée historiquement depuis 1869 et évidemment la mer Rouge. Mais le canal de Suez unit et jointif entre 2 grands océans, l'océan Atlantique d'un côté, l'océan Indien de l'autre, et est vital pour les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement entre l'Asie et l'Europe. Alors, en gros, là aussi, je ne vais pas abuser de votre patience en ce qui concerne les chiffres, mais en gros, il y a un canal de 193 km. Il vient d'être doublé depuis 2015 sur une petite partie de son itinéraire, environ 72 ou 73 km. Il vient d'être doublé, ce qui permet d'avoir une voie montante et une voie descendante, évitant évidemment aux bâtiments de se croiser dans ce cas-là. C'est un ouvrage d'ailleurs assez pharaonique, ce doublement du canal de Suez depuis 2015. Autre remarque importante, il y a à peu près 20 700 bâtiments qui l'empruntent, c'était les chiffres de 2021, et sur les 11 milliards environ de tonnes transportées par la mer chaque année, le canal de Suez en assure 1,2 milliard. Donc sur les 11, on voit un dixième, c'est les chiffres de 2021. Alors ce qui est frappant quand on regarde le canal de Suez, et évidemment tout le contexte régional a été parfaitement décrit par l'amiral Udo de Naville et par ma collègue Nial, ce qui frappe quand même, c'est la multiplicité des crises qui peuvent l'atteindre, et d'autre part le côté interactif de ces crises. Crise économique d'abord, bien sûr celle de 2008 et des années suivantes, née aux États-Unis en 2007,
Ajouter au fait ce que Madame la Présidente a très bien rappelé, c'est-à-dire le fait que le canal de Suez est tributaire aussi des régimes de sanctions qui peuvent être donc infligés depuis longtemps à l'Iran, mais également à la Chine, sanctions américaines, et depuis peu à la Russie. Alors le trafic du canal est aussi dépendant du cours des matières premières, qui est très aléatoire, ne serait-ce que pour le pétrole. Alors il est très tributaire aussi, ce pauvre canal. On a l'impression que tout le monde lui en veut par moment, des conflits armés. Et des conflits armés du Proche-Orient qui sont récurrents, qui eux aussi sont de plus en plus interactifs, des conflits du Moyen-Orient. On rappelle par exemple que le canal a été condamné par le fait que l'Égypte avait coulé dans le canal des bâtiments entre 1967 et 1975, à la suite évidemment de la guerre des 6 jours. C'est à ce moment-là qu'il a fallu construire des pétroliers géants, des super pétroliers qui avaient jusqu'à plus de 500 000 tonnes. Quand on les voit de près, il y en a peu en ce moment d'aussi grands, mais on est impressionné par le fait que ce sont des bâtiments qui défient toutes les autres échelles connues en la matière. Alors ça a été aussi donc le cours des matières premières, les conflits armés, et puis la pandémie quand même. Il y a une analyse à faire sur l'effet de la pandémie sur le trafic dans le canal de Suez. Encore une fois, si le canal est fermé, il peut le redevenir fermé. Il faudra faire le tour de l'Afrique, ce qui suppose des bâtiments adaptés, des équipages adaptés, de passer par le canal de Bonne-Espérance, et c'est évidemment un trajet extrêmement long par rapport donc à ce raccourci, cette fermeture éclair interocéanique que constitue le canal de Suez. Alors sur le plan régional, ça a été très bien dit, l'arrivée depuis un certain nombre d'années de nouveaux acteurs, non pas l'arrivée, mais la montée en puissance d'un certain nombre d'acteurs régionaux, comme la Turquie, comme bien sûr l'Arabie Saoudite, Israël. On peut mentionner aussi la coalition d'intérêts entre un certain nombre de pays arabes et Israël, dans l'optique de la menace iranienne, cette coalition qui a été concrétisée en 2020. Et ce qui est frappant sur le plan régional, et c'était très bien dit aussi par Nihal, c'est l'incroyable multiplicité d'acteurs, la versatilité de leur logique interne, souvent très violente, et de leur logique externe. Donc au fond, s'il fallait faire, je parle sous le contrôle de ma collègue, s'il fallait faire la chronologie de tous ces événements depuis une quinzaine d'années, ajoutés à la désintégration de la Corne de l'Afrique, la Somalie est au moins divisée en 3 entités politiques, on serait bien en peine en fait de proposer aux chercheurs et à nos amis étudiants une chronologie un peu simplifiée, parce que c'est quand même un embrouillamini. Alors il y a évidemment l'acteur important, mais qui est relativement récent, c'est l'acteur chinois. Alors l'acteur chinois, pour des raisons évidentes, on rappelle que à peu près les 3/4 de l'approvisionnement de la Chine en pétrole viennent du Moyen-Orient, le Moyen-Orient au sens très américain du terme, c'est-à-dire dans une enveloppe relativement large. Alors, sur le plan politique, la Chine montre, et d'ailleurs c'est son droit, montre ses ambitions. Elle emprunte le canal, elle va en Méditerranée orientale. Elle a même pratiqué des évacuations tout à fait couronnées de succès en Libye en 2011. En mer Rouge, elle l'a fait en 2015 dans le conflit, donc la guerre civile du Yémen. Mais c'est une guerre quand même, là aussi, qui touche la mer Rouge et qui est très régionalisée et qui ne se limite pas à une guerre civile. Là, sur le plan politique aussi, la Chine déploie sa flotte et ses intérêts et ses ambitions maritimes à l'égard de la Corne de l'Afrique. C'est une des bretelles maritimes importantes des routes de la soie, avec une autre qu'on oublie un petit peu et qui est moins active en ce moment, c'est la bretelle maritime chinoise des routes de la soie par l'océan Arctique, mais c'est pour plus tard, sachant que l'essentiel des routes de la soie
pour la Chine, ce sont les routes de la soie terrestre et elles-mêmes particulièrement entravées aujourd'hui avec les effets de la guerre d'Ukraine, puisque cette route terrestre de la soie chinoise emprunte une partie de l'Asie centrale, mais surtout emprunte disons, des pays comme la Biélorussie, comme l'Ukraine, bien entendu. Collier de perles également de la Chine à l'égard de l'océan Indien pour essayer d'entourer donc des deux côtés par le versant occidental pakistanais, par le versant oriental, d'entourer donc et d'encercler donc l'Inde. On voit que la Chine est tout à fait un acteur éminent. Elle l'était déjà d'ailleurs sur le plan maritime, non pas éminent mais significatif dans sa lutte anti-piraterie. Et on avait développé lors de la dernière session, à Juin-Joseph, le fait que cette lutte contre la piraterie maritime, il y a un certain nombre d'années, était une illustration de la diversification des acteurs et de leur autonomie, puisqu'on avait eu une opération OTAN, anti-piraterie, on avait eu une opération américaine, on avait eu une opération européenne, on avait eu des présences de l'Inde, de la Chine, etc., qui agissaient, elles, à leur compte, sans forcément de coordination à l'échelle macro-régionale, donc dans le golfe d'Aden. Mais on y retrouvait évidemment la Chine présence à Djibouti, là aussi c'est important. Et puis, il y a une chose à propos de la Chine qu'on a tendance à oublier, encore une fois, c'est le fait que dans la région, elle est quand même très handicapée par ces importations nécessaires et considérables de pétrole du Moyen-Orient. Elle a l'habileté de ne jamais intervenir, de ne jamais prendre position dans les conflits du Proche et du Moyen-Orient. Elle se cache derrière son petit doigt à chaque fois, et souvent à l'ONU, elle se cache derrière le vote, j'allais dire soviétique, excusez-moi, le vote russe, et donc elle est extrêmement prudente. Mais elle dépend quand même pour son pétrole, je vois pour les pétroles, c'est de 48% exactement. Et puis d'autre part, il y a une chose qu'on oublie, peut-être, c'est que les États-Unis resteront très importants au Moyen-Orient. Alors certes, il y a le pivot vers l'Est qui avait été annoncé par la secrétaire d'État, Madame Clinton, au début des années 2000, mais c'est une tendance lourde. Mais ça n'empêche pas que les États-Unis resteront importants au Moyen-Orient pour des tas de raisons. Leur système d'alliance assez complexe, Israël, les pays arabes, etc. Et d'autre part, par le fait que le Moyen-Orient, vu de Washington, ne peut pas être laissé aux intérêts régionaux ou aux intérêts encore plus extérieurs, encore plus périphériques, pour une raison simple, c'est que c'est un des moyens parmi bien d'autres pour les États-Unis de contraindre la Chine. Et évidemment, si les États-Unis se désengageaient du Moyen-Orient, comme il est souvent dit, ce qui n'est pas vrai, ils laisseraient à la Chine un rôle beaucoup plus dynamique. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Alors, pour terminer, quelques nouvelles vulnérabilités auxquelles on ne s'attendait pas, mais la vie internationale est faite de surprises qui sont tout à fait extraordinaires. Eh bien, c'était l'année dernière, sauf erreur, au début de l'année, l'Ever Given, un bâtiment à porte-conteneurs de 18 000 boîtes, comme on dit, de 18 000 conteneurs, qui s'est mis en travers, très exactement d'ailleurs, avec un grand souci géométrique en travers du canal de Suez. Je crois que c'est un bâtiment de 350 ou 400 mètres de long. Enfin, il était tout à fait idéal pour bloquer pendant 6 ou 7 jours l'ensemble du commerce mondial par cette voie-là. Et encore une fois, cela a donné des sueurs froides, notamment aux assureurs. Il y a une autre nouvelle vulnérabilité du canal de Suez. Alors, il y a des études quand même qui paraissent en ce moment par les spécialistes, en tout cas en Europe, c'est les câbles. Parce que, et je donne les chiffres précis dans le texte qu'on voudra bien trouver dans le volume 12, une grande partie des câbles sous-marins, eux aussi, empruntent la route égyptienne et font une jonction entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Alors là aussi, on retrouve l'histoire, c'est-à-dire pour éviter la vulnérabilité, réduire la vulnérabilité de ces câbles sous-marins, on essaie de trouver des prolongements terrestres
finalement au Proche-Orient, vers l'est de l'Asie, pour avoir des certitudes plus grandes en matière de protection de ces câbles qui, je vous le rappelle, constituent à peu près, je dis au hasard, 96 ou 97 ou 98% des transmissions Internet, des échanges de données. Alors, autre chose, et c'est les deux autres choses qui concernent l'avenir, il semble que pour le canal de Suez, on assiste à la poursuite d'un gigantisme des bâtiments, en transporter plus, mais sur moins de bâtiments. Et la question induite qui se pose, s'il y a vraiment dans les 10-20 ans à venir une relocalisation commerciale et industrielle d'un certain nombre d'activités, donc relocalisation en Europe par exemple, quelles seront les conséquences sur le trafic maritime du canal de Suez si on sort peut-être en douceur ou pas, de cette période de mondialisation où tout devait être interactif. Donc on voit que ce canal de Suez est un canal éminemment vulnérable et que tout le monde en est conscient et qu'il n'y a pas de solution. Depuis 1869, il n'y a pas de solution de remplacement en ce qui concerne, sauf faire le tour de l'Afrique, en ce qui concerne le transport maritime. Encore une fois, je reviens à la remarque d'introduction, le transport maritime est l'essentiel du transport mondial de marchandises et bien sûr de matières premières. Nous avons une vision totalement fausse en Europe, nos amis marocains, j'imagine, le savent autant que moi, mais nous avons une vision totalement fausse de l'Europe où on ne voit que des camions partout. Évidemment, ça permet du porte-à-porte, mais même il y a tout un trafic en Europe maritime, ne serait-ce que de cabotage. Donc le canal de Suez est une fermeture éclair pour de mauvais acteurs, facile à neutraliser, une fermeture éclair facile à casser. Entre 67 et 75, le canal a été fermé pour des raisons politiques dues aux conséquences de la guerre des 6 jours. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Je vous remercie, Madame la Présidente. Et vraiment, je vous remercie, Monsieur Thierry Garcin. Donc, je pense qu'avec ce panel, franchement, ça a été un panel d'une richesse inouïe. Je pense que la salle a hâte de prendre la parole. Je ne veux pas vous en priver. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais une bonne dizaine de minutes. La salle, elle est à vous. La parole est à Abdelhakbasson. Alors, sachez que vos questions, vos commentaires sont vraiment les bienvenus. Ils vont enrichir ce travail et nous en tiendrons compte pour notre prochaine édition. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous les panélistes pour ces éclairages qui nous ont été donnés sur la mer Rouge. Alors, si vous permettez, je voudrais vous faire réagir un peu les panélistes, mais principalement vous, Amiral, sur l'autre partie du 12e volume, qui est l'émergence des nouvelles alliances. Alors, celles que nous voyons naître aujourd'hui, ou paraître, ou émerger, sont-elles vraiment des alliances, dans le sens qu'on appelle alliance? Je fais notamment, je prendrai comme exemple notamment le cas du Quad, où l'Inde, qui avec l'Australie, le Japon et les États-Unis sont normalement censés être un peu occidentales, mais nous voyons le comportement de l'Inde en ce qui concerne la guerre Russie-Ukraine. L'autre alliance dont nous pourrons également parler, c'est l'organisation de Shanghai pour la coopération. Et là aussi, nous ne voyons pas la solidarité d'une alliance. La Chine, l'Inde, qui sont avec la Russie, également les États de l'Eurasie, ne se comportent pas comme des alliés de la Russie, qui est pourtant avec eux. Donc, est-ce que, de par leur nature, ce qu'on voit émerger actuellement sont de simples alliances ou vraiment des alliances? Merci. Alors, si vous permettez, peut-être qu'on va regrouper les questions, et puis comme ça, je vous donnerai à la fin la possibilité de réagir. À ma droite. Bonjour. Juste une petite question. Il y a un pays qui n'a pas été cité, c'est la France.
qu'est-ce qu'elle fait? Je crois savoir que la France avait quand même des intérêts. Elle a une base, je crois, à Djibouti. Mais on n'en a pas parlé. C'est un peu curieux. Merci. Oui, bonjour et merci à tous pour vos éclairages et éclaircissements. Alors, Monsieur Garcin a effleuré le mot l'océan Atlantique. Quand on parle du détroit de Suez, vous avez dit qu'il relie aussi bien l'Indien que l'Atlantique. Et on ne parle pas beaucoup d'un autre détroit, qui est le détroit de Gibraltar. Et il me semble qu'il y a un regain d'intérêt discret pour ce détroit, puisque nous voyons que toutes les puissances, ou presque, qui sont installées en mer Rouge, sont aussi en train de s'installer dans le coin. Israël, Turquie, Iran, États-Unis bien entendu, l'Union européenne par la force des choses et de la géographie, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle peut-être pas assez. Alors, je voudrais savoir pourquoi. Merci. Bonjour, merci à vous tous de ces interventions de qualité très instructives. Ma question, j'ai deux questions. Une question qui se rapporte à ce que mon ami Si Aziz avait évoqué. Quel rapport peut-on établir entre la situation en mer Rouge et le détroit de Gibraltar? C'est-à-dire en tant que, des vues stratégiques, quelle importance pourrait revêtir la mer Rouge et ses enjeux d'alliance par rapport au Maroc, par rapport au détroit de Gibraltar? Parce que nous sommes quand même dans un cadre de Policy Center. Quelles leçons peut-on tirer pour qu'on puisse vraiment juger de la situation et voir les perspectives d'avenir? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que toutes les interventions ont dressé des panoplies d'alliances sur le niveau local, international, des puissances émergentes, des puissances internationales, des enjeux plus ou moins stables et instables. Ma toute grande question, c'est celle qui se rapporte à ce qu'on peut imaginer. Il y a des constantes dans la politique internationale, puis après des variables. Par rapport à vous, en tant que spécialiste, M. Terry, comment vous imaginez ce qui est constant dans cette situation et ce qui pourrait être variable pour qu'on puisse vraiment avoir une visibilité et un dégagement sur l'avenir? Et merci. Merci Nadir. Je donne une dernière question, donc derrière, et puis après je laisserai nos panélistes. Merci Madame la Présidente et merci pour tous les intervenants. Ma question elle est également simple, sans tomber dans la simplicité. Quelle est la position du Maroc par rapport à tout ça? Ça veut dire, est-ce que les intérêts du Maroc sont bien défendus là-bas? Est-ce qu'on a des problèmes, surtout par rapport à notre affaire nationale de premier rang, c'est-à-dire l'affaire du Sahara marocain? Est-ce qu'elle est bien défendue dans tous les pays de mer Rouge, la mer Rouge, ou bien il y a certains soucis à se méfier par rapport à cette région-là? Merci. Merci. Donc, je reprends dans le même ordre et je donne la parole à l'amiral de Dainville. Alors, la première question que vous avez posée, c'est en partie ce que je vais traiter demain. Donc, vous me permettrez d'être... Oui, pour répondre à votre question sur les alliances, c'est en partie ce que je vais traiter demain. Donc, je vais répondre de manière très générale. Alors, c'est vrai que ce que nous dirons demain, ce sont des alliances de nécessité que vous avez aujourd'hui. Et dans ce grand espace, ce grand bloc, eurasien que vous avez cité et que l'on retrouve dans l'organisation de coopération de Shanghai, mais pas uniquement, aussi dans les BRICS+, etc., il y a ces je t'aime, moi non plus, à tous les étages. Et si vous voulez, le principal, je crois que c'était le 4 février, avant l'ouverture des Jeux Olympiques, quand, je vais être trivial, mais quand Vladimir Poutine et le président Xi Jinping s'embrassent sur la bouche,
mais c'est le baiser de la mort. Et ça continue, c'est de pire en pire. Tous les pays que vous avez cités n'ont qu'un mot à la bouche: arrêtez cette guerre, stop the war. Je ne sais pas comment il faut pour salam. Et pour utiliser plusieurs langues, pour faire bien, quoi. Et donc, mais on en parlera plus demain, parce qu'il y a des tas, dans tout ce que vous avez cité, il y a beaucoup d'éléments contre nature, et qui n'augurent pas une grande stabilité dans ces alliances de nécessité. Alors, quelqu'un, pour rebondir sur le reste, vous vous plaignez qu'on ne parle pas de la France, mais si. Simplement, quand on dit CTF 153, la France est dans le CTF 153. Quand on dit, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire, TF 150, qui est une force américaine avec la 5e flotte, la France est dans la TF 150. Quand il y a eu une force européenne de lutte contre la piraterie, je crois que ça s'appelait Atalante de mémoire, mais je me trompe peut-être. Et la France était leader, c'est elle qui a poussé au sein de l'Union européenne, qui est tout sauf hydrophile, et la rendre hydrophile, c'est pas coton, si je peux me permettre cet horrible jeu de mots. Mais la France est active. La France, d'ailleurs, c'est le nez de l'Europe, avec des narines les narines européennes, elle veut les déboucher. Et donc, je peux dire, elle est très active, même si, effectivement, elle n'agit plus beaucoup en propre, encore que il y a eu, dans les années passées, des opérations brillantes de lutte contre la piraterie. Je citerai la libération des otages du Ponant, des otages en Somalie, mais la piraterie s'est un peu calmée. Et de ce coin-là, elle est ailleurs maintenant, donc ça se déplace. Et alors, vous avez aussi insisté sur Gibraltar, mais Gibraltar, c'est un détroit que l'on contrôle de terre, ça fait 30 km de large, et ça fait, je crois, 30 mètres de profondeur. Donc tout ça, mais c'est étroitement surveillé. Et les deux pays riverains ne veulent pas enfin, il y en a trois, parce qu'il y a aussi le rocher. Il ne faut pas oublier le rocher. Et les ne veulent pas que d'autres viennent se mêler de ça. C'est la même chose à Malacca. Si la France voulait aller se mêler... Enfin, j'ai essayé, moi, quand j'étais chef de la marine, voulait se mêler de la sécurité de Malacca, ben vous auriez les trois pays, l'Indonésie, Singapour et la Malaisie, qui foutraient dehors. Ça se passe entre eux. Ben, Gibraltar, c'est un peu pareil. Mais c'est extrêmement important, Gibraltar. Vous avez tout des tas de câbles c'est saturé, le sous-sol, le fond de Gibraltar. Et effectivement, c'est fondamental. Mais pour le moment, c'est pas très menacé parce qu'il n'y a pas de crise. Donc, il y a des petites crises, des crisettes, mais pas de grosses. Voilà. Merci, Amiral. Nihal, tu veux réagir alors rapidement, oui, je vais réagir très rapidement à la question par rapport au Maroc. Dans le cas des pays qui bordent la mer Rouge ou qui font partie de la Corne de l'Afrique, on a par exemple Djibouti et la Somalie qui ont ouvert une représentation diplomatique à Dakhla ou à Laayoune. L'Éthiopie, avec laquelle on a un certain rapprochement, mais qui, du fait que le siège de l'Union africaine se trouve dans son propre territoire, on a des liens avec, mais la position n'est toujours pas clair. On a l'Égypte qui est le grand soutien du Maroc par rapport à son intégrité territoriale, le Soudan également, mais le Sud-Soudan qui ne l'est absolument pas. Voilà, Djibouti, la Somalie et les pays du Golfe, en effet. Sauf l'Éthiopie, l'Érythrée avec laquelle aussi on a établi certains liens. Donc je pense que très brièvement j'ai répondu à la question. Merci Nihal, et donc je donne la parole à Monsieur Thierry Garcin. Voilà, peut-être trois remarques à propos d'abord de la France et de la mer Rouge et du canal de Suez. Il faut rappeler quand même que la France a deux départements outre-mer qui sont Mayotte, l'une des 4 îles des Comores, et la division des Comores datant du milieu des années 75, 76 sauf erreur, et puis il y a évidemment l'île de la Réunion. Il y a la base de Djibouti, il y a le fait que nous avons lutté contre la piraterie maritime dans le golfe d'Aden, et ça, nous sommes tout à fait présents et conscients du fait que c'est une zone vitale pour
pour l'Europe en général et pour la France en particulier, compte tenu, encore une fois, de ses possessions ultramarines. Une deuxième remarque, ceci sans rapport avec cela, Gibraltar. Alors Gibraltar, c'est une question sur le plan géographique et historique tout à fait passionnante parce que c'est multiscalaire, c'est à plusieurs échelles, puisque vous avez un conflit entre deux pays européens qui sont membres de l'OTAN, bien sûr, le Royaume-Uni et l'Espagne. Cela date du traité d'Utrecht, dont la date, je pense, est 1713, et c'est une affaire qui concerne ces deux pays, et finalement, la position de l'Union européenne, comme c'était le cas de la position de la Communauté économique européenne, donc n'est pas très claire. Est-ce qu'il faut soutenir le point de vue britannique, même si les Britanniques aujourd'hui ne sont plus dans l'Union européenne depuis 2020, ou l'Espagne? Alors ça, c'est une première échelle. La deuxième échelle, que vous connaissez mieux que personne, c'est le conflit sur Ceuta et Melilla entre l'Espagne et le Maroc, les présides. Je n'ai pas à épiloguer. Et puis il y a une troisième échelle qu'on oublie souvent, c'est que les droits de Gibraltar, c'est les États-Unis. C'est-à-dire, il se passera exactement la même chose en cas d'insécurité dans les détroit de Gibraltar que ce qui pourrait se passer un jour à Malacca, c'est-à-dire un détroit qui représente à peu près 30% du commerce mondial et qui est vital pour la relation Asie en général, Europe en particulier. Sinon, il faut, s'il était ce détroit momentanément entravé, il faudrait faire le tour de l'Australie par le cap de Tasmanie, ce qui est une autre paire de manches. Alors donc, il se passe que le détroit de Gibraltar, en macro-géopolitique, c'est les États-Unis. À Malacca, lorsque l'Indonésie a eu, il y a peut-être 25 ans, j'ai oublié la date, la velléité de pratiquer un exercice de mine anti-sous-marine. Dans l'instant qui a suivi, les États-Unis ont dit vous arrêtez ce projet de mine anti-sous-marine comme manœuvre, simple manœuvre, vous remballez tout, et évidemment, voilà. Et dans la Nuclear Posture Review de 2002, les États-Unis avaient très bien dit à propos de Malacca, et j'en reviens à Gibraltar dans un instant, ils avaient très bien dit, c'est dans les intérêts vitaux des États-Unis. Ils ne sont pas du tout chez eux, évidemment, dans cette région, les États-Unis, mais ils y sont aussi d'une façon éminente. Et ce sera la même chose à Gibraltar, et cela limitera d'autant la marge de manœuvre des Européens, pour autant qu'ils veuillent avoir sur cette affaire-là une marge de manœuvre. Et puis, troisième remarque, alors, de monsieur très, très passionnante, je vais être extrêmement rapide et brutal et synthétique et grossier dans ma, si vous voulez, non, grossier au sens très peu ouvragé dans ce que je vais vous dire, la fragmentation du monde. Premièrement, les États-Unis, si on raisonne par grandes aires, AIRES, ou grandes puissances, les États-Unis sont la seule superpuissance pour encore des décennies, parce qu'elle les a toutes, les facteurs de puissance, mais elle est, c'est d'un point de vue personnel à partager ou non, elle est durablement affaiblie aussi pour les décennies à venir. Deuxième ensemble de 27 pays aujourd'hui, pourquoi pas 44, puisque maintenant on a promis l'adhésion de l'Ukraine, ce qui est évidemment quelque chose qui peut donner des mots de tête à un expert même modeste de géopolitique, et à la Moldavie et à la Géorgie. Bref, l'Union européenne est un ensemble qui est redevenu profondément économique et pas du tout politique. Le projet fédéraliste a éclaté en vol depuis très longtemps. Il n'y a plus de projet politique pour l'Union européenne. C'est un point de vue personnel. C'est devenu un grand marché. Et paradoxalement, à l'heure où le Royaume-Uni part depuis 2020 de l'Union européenne, et il aura gagné. C'est devenu une zone de libre-échange beaucoup moins contraignante qu'elle était en interne du temps de la CE, à 6, à 9, à 10, à 12. Et en ce qui concerne la Chine, pour m'arrêter là, la Chine est un géant économique, c'est 70% du PIB des États-Unis, c'est la première puissance industrielle du monde, c'est le premier exportateur industriel du monde, mais ce n'est en rien un géant politique. Et pour des tas de raisons qui renvoient à sa géographie, qui renvoient à son histoire, l'Empire du Milieu, et qui renvoient aussi le fait que son réseau d'alliances est extrêmement limité. Je ne parle pas de la Russie, parce qu'il faudra entrer dans la guerre d'Ukraine, et la Russie
avant la guerre d'Ukraine, le 23 février, parce qu'il faut quand même la citer pour les puissances significatives, le 23 février, la veille de la guerre d'Ukraine, tout à fait inadmissible par ailleurs, eh bien, cette Russie n'était même pas redevenue une puissance régionale, n'était même pas devenue, et preuve par 9, comme on disait quand j'étais en arithmétique en classe de 12e, 11e, eh bien, preuve par 9, qui, autour de la Russie, accepte l'invasion de l'Ukraine par la Russie du 24 février. Même pas les pays ex-soviétiques d'Asie centrale, qui, à commencer par le Kazakhstan, se méfient beaucoup de pouvoir légitimer une occupation de territoire dans la mesure où ils ont une poche énorme de russophones qui sont frontaliers de la Russie. Donc pour toutes sortes de raisons, la Russie, on peut, pour maintenant un petit moment, l'isoler dans nos approches géopolitiques mondiales. J'ai été vraiment à la hache, excusez-moi de cette formulation. Merci beaucoup. Vraiment, je voudrais, en votre nom, donc remercier nos brillants panélistes. Vous avez été remarquables. Je remercie l'audience ici présente. J'espère que ce panel vous a donné le goût de continuer et en effet demain. Donc vous êtes tous invités. Je rappelle que demain, la 13e édition, elle aura lieu sur le campus de la faculté de gouvernance des sciences économiques et sociales, donc l'UM6P. Et elle aura lieu de 9h à 18h. Demain, la journée portera sur la fragmentation du monde et sur l'Afrique des Grands Lacs. Pour finir, mon dernier mot serait de vous rappeler que le rapport est disponible sur le site du PCNS, Amazon et Livre-moi. Donc, je vous remercie encore une fois et donc au plaisir de vous retrouver demain.